Être citoyen à Athènes du 6e au 5e siècle avant Jésus-Christ. Introduction. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une vidéo qui traitera de la Grèce antique. Elle se divisera en 3 grandes parties. Être citoyen du 6e au 5e siècle avant Jésus-Christ, les citoyens de la cité, et enfin, nous traiterons des limites de la démocratie. À l'origine, Athènes est un régime aristocratique, une forme de gouvernement où le pouvoir est seulement détenu par les aristocrates, l'élite de la société par la richesse et la naissance, et où les démos, c'est-à-dire les pauvres, n'ont quasiment aucun droit. Néanmoins, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce régime ne correspondait pas au questionnement avant-gardiste en termes d'éthique de l'époque, qui consistait à se demander si le pouvoir pouvait être réparti également et équitablement entre les démos et l'élite. De ce fait, en moins 508, grâce à Clisthène, la cité a finalement instauré son nouveau régime politique, la démocratie. Toutefois, elle est bien différente de celle présente dans certains gouvernements modernes. La démocratie athénienne était une démocratie directe. Cela signifiait que les citoyens formaient l'assemblée du peuple et exerçaient eux-mêmes leur pouvoir sans l'intermédiaire de représentants. Ce régime s'étalera donc jusqu'en moins 322 lorsque Athènes perdit contre la Macédoine. Ce qu'il faut retenir, c'est que Athènes a instauré, grâce à Clisthène, la démocratie. Une solution qui répondait aux questionnements de l'époque. Cependant, ce régime est bien différent de celui qu'on a aujourd'hui. Il correspondait plutôt à un prototype de celui-ci. Le rôle des citoyens. À Athènes, les citoyens ne juraient que par leurs droits et leurs devoirs. En effet, ils représentaient leur contribution à la pérennité de la cité, mais aussi leur récompense à leurs tâches difficiles. Les droits étaient constitués de l'isonomie. C'est le droit de pouvoir être jugé pareillement, mais aussi de la possession de terres, la possibilité de mener une action en justice, de se marier légitimement et d'avoir des aides publiques. Toutefois, être citoyen impliquait aussi de nombreux devoirs, comme par exemple payer les impôts et participer au service militaire. En somme, les droits et les devoirs étaient très similaires à ceux des régimes actuels, mais du fait du prestige de la possession de la citoyenneté à l'époque, ils avaient beaucoup plus de valeur pour le citoyen de la cité. Pour préciser son rôle politique, le citoyen décide pour lui-même et ses concitoyens, et donc participe aux 3 pouvoirs. Tout d'abord le pouvoir législatif, qui est le pouvoir de créer des lois, le pouvoir exécutif, qui est le pouvoir de diriger, et enfin le pouvoir judiciaire, qui est le pouvoir de juger. Les 2 premiers sont appliqués dans une grande assemblée, l'Ecclésia, où ils se réunissaient une 40aine de fois dans l'année sur la colline du Pnyx. Le but de l'Ecclésia était de décider de la politique de la cité par vote à main levée. Cependant, tous les citoyens ne pouvaient pas participer à cette assemblée. En effet, ils ne pouvaient pas être tous présents. Les plus pauvres devaient rester chez eux pour s'occuper de leurs champs, pendant que les plus riches avaient la possibilité de vraiment assister aux séances de l'Ecclésia. Pour le pouvoir judiciaire, il se pratiquait dans 2 tribunaux, l'Élié pour juger les affaires communes, et l'Aéropage pour juger les meurtres. Ce qu'il faut retenir, c'est que les citoyens donnaient beaucoup plus d'importance à ce qu'ils possédaient en Grèce antique que dans notre société actuelle. Leurs droits, devoirs et pouvoirs témoignaient de leur identité et leur rôle au sein de la cité. Devenir citoyen. Dans la cité, les citoyens ne sont qu'une minorité. En effet, il s'agit d'une citoyenneté de naissance. Savoir qui était méritant de ce privilège suscitait un grand questionnement à ce moment-là. Toutefois, en moins 451, Périclès, avec l'approbation du peuple, y avait répondu en instaurant des critères très stricts afin d'empêcher une personne mal intentionnée de choisir pour ses camarades. Ces critères correspondaient à être un homme libre, avoir un père athénien, avoir une mère de fils citoyen, être inscrit à l'âge de 18 ans sur les registres de son dème, qui est une circonscription administrative de base, et avoir fait son éphébie, qui est un service militaire de 2 ans. On remarque alors que le droit du sang était très important, et que la citoyenneté était réservée à une toute petite partie de la société. Ainsi, sur les 380 000 habitants d'Athènes, seulement 42 000 étaient citoyens, c'est-à-dire seulement 11% de la population. Du coup, presque 90% se retrouvaient exclus de la citoyenneté et ne possédaient pas les bénéfices de celle-ci, qui étaient alors essentiels pour mener une bonne existence à Athènes. Cette grande majorité était alors constituée de 3 grandes catégories de personnes qui échappaient à ces privilèges. On a tout d'abord les métèques, qui sont des hommes libres, qui sont étrangers et qui résident à la cité en échange d'un paiement d'une taxe. Mais aussi les esclaves qui n'ont pas de droits, et enfin les femmes et les mineurs. On remarque alors une inégalité entre les habitants de la cité, qui est en soi une idée opposée au principe de la démocratie voulu au départ. Cependant, on pouvait attribuer la citoyenneté à un non-citoyen qui avait grandement aidé la cité d'une quelconque façon. Par exemple, il y a eu de nombreux cas de métèques convertis en citoyens après une guerre. Ce qu'il faut retenir,
c'est que Périclès a instauré des lois très strictes pour accéder à la citoyenneté, ce qui a créé une minorité de citoyens à Athènes, 10% contre 90% de non-citoyens. La minorité possède alors des privilèges assez conséquents, tandis que la majorité, elle, est démunie et exclue de ceux-ci. Le tout témoigne donc d'une certaine incohérence entre les fondements de la démocratie et son évolution. Les citoyens dans la cité. Les citoyens défendent la cité. Après son éphébie, lorsque le jeune garçon quitte l'autorité de la femme, le citoyen peut être appelé à combattre pour sa cité jusqu'à 60 ans. Le citoyen joue donc un rôle de soldat. Combattre et mourir pour sa cité était considéré comme un honneur dans la Grèce antique. Cependant, l'armée athénienne demeurera largement inégalitaire, et elle le restera. En effet, comme il faut payer les équipements de ses propres moyens, les plus riches dirigent l'armée. Ils sont cavaliers. Les citoyens qui ont moins de moyens peuvent devenir hoplites, fantassins ou soldats d'infanterie. Enfin, les plus pauvres sont le plus souvent rameurs sur l'étrière. Les guerres médiques, guerres opposant les Grecs et les Perses, jouent un rôle important dans l'histoire d'Athènes. En effet, grâce à ces victoires, Athènes va dominer la mer, Égée et les cités de la Ligue d'Élos. Elle devient riche et donc, la démocratie se renforce. Il faut retenir que combattre et mourir pour sa cité était considéré comme un honneur et un acte de bravoure dans la Grèce antique. En effet, car selon Aristote, la cité ne pouvait être libérée seulement si elle est dans la mesure de se défendre. Et ce, même si l'armée athénienne était inégalitaire puisqu'il fallait payer les équipements de ses propres moyens. Le statut des soldats dépendait des moyens des soldats. Les citoyens gèrent la cité. À la fin du 6e siècle avant Jésus-Christ, la cité d'Athènes est dirigée par 3 assemblées et par les magistrats qui occupent des fonctions politiques, militaires ou judiciaires. Tout d'abord, l'assemblée de l'Ecclésia, qui est la plus importante institution de la démocratie athénienne. Elle se réunit tous les 10 jours sur la colline du Nyx. Les citoyens y votent à main levée les lois et décident de la paix, de la guerre et de l'ostracisme, bannissement de l'un des citoyens. Tous les citoyens peuvent proposer une loi ou un amendement. Les débats à l'Ecclésia peuvent être violents. Quant au temps de parole des juges, il est mesuré avec le clepsydre, un sablier à eau. Quand toute l'eau s'est écoulée, le temps de parole est épuisé. Ainsi, le temps de parole est égal entre chaque juge. Cette clepsydre permet donc de respecter les principes de la démocratie. Ensuite, la boulée, le conseil de la cité, qui prépare les lois et veille à leur application. Elle est constituée de 500 citoyens tirés au sort pour 1 an au sein de l'Ecclésia. Puis, l'Héliée, le tribunal d'Athènes. Il est principalement situé sur l'Agora, place publique d'Athènes. Il est composé d'environ 6000 citoyens de plus de 30 ans tirés au sort pour 1 an parmi l'Assemblée. Il rend les sentences votées à bulletin secret et sans appel. Enfin, les magistrats font appliquer les lois de la cité pendant 1 an. Les stratèges les plus importants commandent l'armée et sont élus chaque année. Les autres, comme les archontes, qui président les tribunaux et s'occupent de la religion civique, sont tirés au sort. Il est très important de noter que tous les citoyens, riches ou pauvres, peuvent être élus ou tirés au sort pour exercer une magistrature. Personne appartenant au milieu judiciaire exerçant la profession de rendre la justice ou de requérir au nom de l'État et de la loi. Les citoyens organisent la vie religieuse et culturelle de la cité. À Athènes, la religion est essentielle dans la société. Les citoyens organisent donc la religion civique, les fêtes religieuses de la cité. Les magistrats, quant à eux, prêtent serment devant les dieux et pratiquent les rituels et les sacrifices lors des guerres et des événements importants pour la cité. La fête avec le plus d'impact et la plus importante fête religieuse de la cité est la fête des Panathénées. Elle rassemble l'ensemble de la société athénienne, y compris les non-citoyens, et témoigne de la cohésion sociale, mais aussi de la hiérarchie de la cité. La prospérité de la cité permet à Périclès de faire construire par Phidas et Iktinos le temple Patréon, sur l'acropole. Ces bâtiments somptueux ont pour but de faire valoir la puissance d'Athènes et la solidité de la démocratie aux autres cités. Il est très important de retenir que grâce à la démocratie mise en place, les citoyens organisent eux-mêmes la religion civique, ainsi que les fêtes religieuses de la cité, car la religion est aussi importante dans la société d'Athènes que dans leur culture. Les limites de la démocratie. Une démocratie minoritaire. Grâce au travail de leurs esclaves et des métèques, seuls les plus riches des citoyens athéniens disposent de temps libre pour assister aux assemblées, tandis que pour la majeure partie des autres citoyens, artisans et paysans, le voyage a un coût trop élevé pour eux ne vivant pas à Athènes. Donc, le plus souvent, ils n'ont ni le temps ni les moyens de siéger à l'Ecclésia. Sur 40 000 citoyens, seulement 6 000 siégeaient à l'Assemblée.
Les Athéniens essaient de contrer ce problème, notamment en empruntant de l'argent aux cités alliées pour, comme l'a suggéré Périclès, verser un dédommagement aux citoyens les plus pauvres, le mistos. En addition, les citoyens les plus riches payent des impôts supplémentaires, la liturgie, ce qui s'apparente à nos impôts sur le revenu actuel. Malgré tout, nombreux sont les citoyens qui renoncent à venir de peur d'être tirés au sort pour être magistrats, car ils devront payer les frais liés à leur charge. De nombreux érudits et hommes politiques de l'époque se rendent compte que le système politique a des failles. Cette partie nous a introduit aux défauts de la démocratie athénienne et montre son inégalité par rapport à la richesse des citoyens et leur accès au pouvoir. Une démocratie fragile et contestée. À la fin du 5e siècle, de nombreux auteurs tels que Aristophane critiquent le fonctionnement politique de la cité et ses dérives. Ils dressent une critique des hommes politiques tels que Périclès ou Démosthène, leur reprochant de flatter l'audience en leur mentant même pour récolter des votes. Ils sont passés maîtres dans l'art de la parole. Périclès, par exemple, a été réélu stratège plus de 20 fois. Cette déviance nous rappelle de nombreux moments de l'histoire de notre démocratie moderne. Au IVe siècle, Platon et Aristote développent la pensée d'Aristophane en débattant du meilleur système politique possible pour la cité. Pour Platon, le fait que n'importe qui puisse diriger la ville est illogique. Il faudrait que les philosophes aient le pouvoir. Mais cela ne serait pas une vision égoïste des choses venant de Platon étant lui-même philosophe? La démocratie athénienne a toujours été menacée par l'oligarchie, un petit groupe de personnes qui dirigent l'État, ainsi que la tyrannie, un homme seul qui ne descend pas d'une famille royale, prend le pouvoir par un coup d'État et dirige seul le pays. Ces deux concepts sont définis en tant qu'antidémocratiques. Ces mouvements peuvent s'apparenter aux mouvements anti-européens auxquels l'Europe doit faire face. Ceux-ci s'opposent à la démocratie européenne. Merci à vous, nous espérons que la vidéo vous a plu et que le sujet vous a intéressé et que vous y connaissez maintenant un peu plus sur la Grèce antique et la démocratie à Athènes.